Une fortune laissée derrière soi et une vérité enfouie encore plus profondément. Bienvenue sur Dossier. Je suis votre hôte Étienne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime vraiment entendre ce que chacun d'entre vous j'ai à dire. Vous donnez plus de sens à chaque mystère. Entrons dans le vif du sujet. Les haies étaient en fleurs et le soleil, si rare et si précieux au début du printemps, baignait le village de Little Wadsworth d'une lumière dorée qui adoucissait les pavés et faisait briller les murs blanchis à la chaux d'Ivy Cottage comme des morceaux de sucre. C'était le jour idéal pour la garden party annuelle au manoir de Chetwynd, et les villageois, toujours en quête d'une occasion spéciale, s'étaient parés de leurs plus beaux habits du dimanche et étaient arrivés joyeux, les ragots transportés, par la brise comme du pollen. Le manoir, avec ses pelouses en pente douce et ses chênes centenaires, n'avait pas accueilli un tel rassemblement depuis des années. Plus depuis le décès du regretté colonel Chetwynd, qui avait légué le domaine à son unique petit-fils, Edwin Chetwynd, un homme mince et au teint blême, affublé de lunettes à pince-nez, d'une langue acérée et, plus récemment, d'une propension à refuser ce que beaucoup considéreraient comme un héritage généreux. Qu'il n'ait ni vendu le manoir ni y ait vécu, préférant louer un modeste appartement à Eastbourne et faire don d'une partie de la fortune familiale à d'obscures œuvres caritatives, était le sujet de conversation de beaucoup de gens. Miss Marple, assise au bord du chapiteau près du treillis de roses, sirotait son cordial de sureau avec un air poli et attentionné. Elle portait un chemisier lilas, un chapeau de paille orné d'une grappe de violettes séchées et un air légèrement détaché qui laissait entendre qu'elle observait tout et chacun. Les enfants s'élançaient entre les haies, des scones à la main. La femme du pasteur était aux prises avec une guêpe. Madame Witherby, la directrice à la retraite, s'était autoproclamée gardienne du plateau de sandwich, et près du terrain de croquet, Edwin se tenait comme une silhouette égarée, les épaules voûtées, subissant les félicitations pour avoir organisé un événement qu'il n'avait pas, à proprement parler, souhaité. « Oh, Miss Marple !» s'écria Madame Lavinia Greaves, arrivant précipitamment, les bras chargés de billets de tombola d'un ton conspirateur. « N'est-ce pas délicieux pour voir tout le monde sortir, même si je puis me permettre, Edwin Chetwynd a l'air d'avoir été condamné et non célébré. » Miss Marple sourit doucement. Certaines personnes, chère Madame Greaves, trouvent l'attention du public bien plus pénible que l'impôt lui-même. Un léger vacarme rompit les acclamations. Ce fut d'abord un murmure. Une tasse de thé tombée, un halètement, un enfant figé au milieu d'un rire. Les têtes se tournèrent. Derrière la haie de rhododendrons parvinrent les cris frémissants d'une servante, et un instant plus tard, le valet de pied Harold émergea pâle et essoufflé. « Sir Edwin » cria-t-il d'une voix étrangement caverneuse. « Sir Edwin, vous devez venir. C'est Monsieur Roland. Il est... » Mais le reste fut perdu dans le silence soudain. Et Monsieur Roland March, l'avocat de la famille Chetwynd, client régulier et ami de toujours du défunt colonel, avait été retrouvé dans la salle de billard. On l'avait d'abord cru endormi, mais le sang qui maculait la moquette d'Axminster racontait une autre histoire. Il avait été poignardé, une fois, proprement, avec un coupe-papier provenant de l'ancien bureau du colonel, et comme ça la fête était terminée. Miss Marple, qui ne s'était pas levée de son siège, croisa les mains sur ses genoux et regarda la panique se propager avec une tristesse teintée d'inévitabilité. « La mort, murmura-t-elle, arrive toujours quand on s'y attend le moins. Et souvent, je constate qu'au moment même, on espérait enterrer plus que le passé. » Les suites de la garden party se réduisirent à une série de chuchotements polis mais pressants. Les invités furent discrètement conduits hors du domaine, sous la surveillance de l'agent Harris et de son cadet, le jeune Derek Finch, dont la jeunesse et les bottes trop grandes lui donnaient un air plus propice aux courses qu'aux enquêtes criminelles. Le manoir de Chetwynd, autrefois orné de guirlandes et de tables à tréteaux, se dressait désormais sombre sous le soleil couchant, ses fenêtres ne reflétant que l'obscurité grandissante. Miss Marple
ne s'était pas précipitée pour partir. Cela aurait été déplacé. Elle avait plutôt attendu avec la femme du vicaire, murmurant des mots rassurants et acceptant une tasse de thé tiède apportée à la hâte par une servante troublée. Tandis que le constable se déplaçait de pièce en pièce avec une hésitation éprouvée, elle s'était assise discrètement dans le salon, son sac à tricot intact à côté d'elle. Il n'était pas encore temps de parler, seulement d'observer. Dehors, le village de Little Wadsworth absorbait la nouvelle comme une éponge. Absorbe le vin, d'abord silencieux puis souillé de fond en comble. Au crépuscule, les ruelles grouillaient d'opinion. Madame Greaves avait vu Roland Marsh se disputer avec Edwin moins de 15 jours auparavant, près de la boucherie. Le vieux monsieur Troddle, qui tenait la station-service, jurait avoir aperçu un inconnu rôder devant les grilles du manoir plus tôt dans la matinée, peut-être un Londonien, à en juger par le chapeau. Et la jeune Angela Parkins, à peine 17 ans et passionnée de théâtre, affirmait avoir rêvé quelque chose de similaire la nuit précédente. Au Bluebell, l'unique pub du village, les spéculations étaient passées à la certitude. « Ce sont toujours les plus discrets », dit M. Blenkinsop en frappant le bar d'une main épaisse. « Croyez-moi, Edwin est plongé jusqu'aux oreilles. On ne jette pas son argent et ses manoirs par les fenêtres, à moins d'avoir quelque chose à cacher. » Son compagnon Norris, un employé des chemins de fer à la retraite, hocha la tête d'un air entendu. « Oui, les avocats ne se font pas assassiner s'ils n'en savent pas trop. » Au White Cottage, Miss Marple prépara son plateau du soir, un biscuit à l'avoine nature, une part de gâteau aux graines et une théière de tisane à la camomille, et repensa silencieusement aux événements de la journée. Elle avait remarqué dans la confusion l'expression curieuse sur le visage d'Edwin, debout sur le seuil de la salle de billard. Ce n'était pas précisément le choc, ni la peur, quelque chose de plus tendu, une reconnaissance peut-être. Elle avait déjà vu de telles expressions lors de veillées funèbres et d'enterrements, quand on comprenait trop tard que les secrets pouvaient mourir avec les morts ou être révélés par eux. Elle pensa aussi à M. Marsh, un homme posé, connu pour sa discrétion et sa ponctualité, réputé pour être le plus discret possible. Pas le genre de personne qu'on s'attendrait à voir mourir violemment par un après-midi ensoleillé. Il n'avait pas d'ennemis connus, aucun scandale à son actif, mais il possédait autre chose, une connaissance approfondie des affaires, tant financières que personnelles, de presque tous les foyers dans un rayon de 30 kilomètres. Le lendemain matin, un froid glacial s'abattit. La nouvelle du meurtre avait atteint les villages environnants, et l'inspecteur Raymond Cray arriva de Market Shipping, la moustache aussi bien épilée que sa patience était à bout. Miss Marple le rencontra alors qu'il sortait de la porte d'entrée du manoir, les bras croisés, le regard balayant la pelouse avec l'œil exercé d'un homme qui n'aimait pas le désordre, surtout celui qui saignait. « Encore vous, Miss Marple, » dit-il, non pas avec méchanceté, mais avec le ton de quelqu'un qui se doute d'être déjoué. « Vous ne perdez pas votre temps à tricoter, j'espère. »« Je trouve que tricoter aide à réfléchir, » répondit-elle doucement. « Et vous savez, inspecteur, réfléchir est terriblement sous-estimé. » Cray grogna. « Eh bien, vous serez ravi d'apprendre qu'il y a un suspect évident. Le jeune Finch a trouvé un morceau de tissu déchiré près de la haie. Il correspond au revers de la veste d'Edwin Chetwynd, et il admet s'être disputé avec Marsh à propos de quelque chose, même s'il reste discret sur la nature de la dispute. » Miss Marple fronça légèrement les sourcils. A-t-il précisé quand la dispute a eu lieu? Il y a 2 semaines, pour des questions juridiques. Le ton de l'inspecteur laissait entendre qu'il ne s'intéressait guère aux questions juridiques. Je reçois une déclaration de la gouvernante, et le valet de pied s'est montré plus serviable que prévu. Nous le saurons bien assez tôt. En effet. Elle hésita, puis ajouta doucement, « Roland Marsh a été trouvé près du feu, n'est-ce pas? Assis comme pour discuter ?» Cray lui lança un regard perçant. Il l'était. Pourquoi? Parce que ça paraît plutôt étrange de poignarder un homme en pleine conversation, non? Tellement personnel, tellement délibéré.
Un pistolet aurait été plus simple. Cray ouvrit la bouche pour répondre, mais elle s'était déjà détournée, le remerciant d'un signe de tête et se dirigeant vers le village. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple s'arrêta à la salle paroissiale où les préparatifs de l'exposition florale se poursuivaient, malgré les récents événements. Après tout, la tragédie ne pouvait que retarder la tradition. Elle y trouva Madame Witherby, en train de polir des trophées et de chuchoter avec Madame Greaves. « J'espère vraiment qu'ils n'annuleront pas le spectacle, » murmura Madame Witherby à l'approche de Mademoiselle Marple. « Ce n'est qu'un meurtre, ce n'est pas comme si le village était en train de s'effondrer. » Miss Marple sourit. « Non, vraiment, mais je crains que le vainqueur de la catégorie rosier hybride soit toujours aussi âprement disputé. » Les femmes échangèrent un regard, et Madame Greaves, incapable de résister à l'envie de partager, se pencha. « Tu sais, ma chère, je n'ai jamais fait confiance à cet Edwin, jamais aimé lui, toujours aussi réfléchi. Et vous avez entendu? On dit que Roland Marsh était venu au manoir, en secret pendant des semaines, à des heures indues. »« En secret ?» La voix de Miss Marple était douce, perplexe. Madame Greaves hocha la tête avec insistance. « Oui, le mari de ma nièce fait des livraisons. Il a dit que M. March était là au moins 3 fois ces 2 dernières semaines, et qu'il n'y restait jamais plus d'1 heure. Il en ressortait toujours pâle. »« Murmura Miss Marple, ses pensées s'emballant. Tellement différent d'un homme qui aime bavarder, ou faire de longues promenades. Et c'est alors tout à coup qu'un détail lui revint à l'esprit. Une chose simple. Un livre. Elle l'avait vu la veille sur l'étagère du salon. Les voyages de Gulliver, plutôt abîmés, sa jaquette de travers. Monsieur March ne lui avait jamais semblé un lecteur de fiction. Et pourtant elle s'en souvenait clairement. Il le tenait à la fête, quelques instants avant de disparaître à l'intérieur, étrange. Un avocat saisissant un roman satirique au milieu d'une garden party. Ce soir-là, elle retourna au manoir. Edwin, bien que pâle et visiblement épuisé, la reçut poliment au salon. L'inspecteur, ailleurs dans la maison, n'avait pas émis d'objection, peut-être même accueilli avec plaisir l'idée que la vieille femme distrait le principal suspect. « Je voulais vous présenter mes condoléances », dit Mademoiselle Marple en joignant soigneusement les mains sur ses genoux. Monsieur March était un ami pour beaucoup. Edwin leva brusquement les yeux. Il était plus que ça, un parrain, un guide. Vous vous êtes disputé, j'ai entendu dire. Il se raidit. C'est vrai. Pour une question d'argent, il n'était pas d'accord avec ce que j'avais fait de la succession. Et tu as fait quoi exactement? Je l'ai donné, la majeure partie. La maison deviendra un lieu de retraite pour artistes en convalescence. Le terrain, quant à lui, sera donné à une réserve naturelle. Et il n'a pas approuvé. Non. Il a dit que j'insultais l'héritage de mon grand-père, que je gaspillais quelque chose de sacré. Miss Marple l'observa en silence. Et vous êtes-vous senti insulté? La mâchoire d'Edwin se serra. Non, mais j'en avais assez de me sentir coupable d'avoir choisi une autre voie. Il y eut un silence épais, chargé de non-dits. Puis Miss Marple dit doucement, « Monsieur Chetwynd, je me demande si autre chose a disparu, quelque chose de petit ?» Il cligna des yeux. « Pas à ma connaissance. Pourquoi ?»« Oh, sans raison, » répondit-elle en se levant. « Seulement, parfois ce sont les plus petites choses qui révèlent les plus grandes vérités. » Alors qu'elle quittait le manoir, les premières étoiles scintillèrent dans le ciel. Derrière elle, les anciennes fenêtres du manoir de Chetwynd fixaient silencieusement la nuit. Miss Marple rentrait chez elle d'un pas lent et posé. Cette histoire était loin d'être terminée. Elle en était certaine. Un homme comme Roland March n'était pas mort uniquement par idéologie ou par héritage. Non, il y avait quelque chose d'encore plus profond, quelque chose personnel, quelque chose de peut-être caché, à la vue de tous. Miss Marple se réveilla tôt le lendemain matin, réveillée non par le chant des moineaux
ou le cliquetis des bouteilles du laitier, mais par un sentiment d'inquiétude, la vague certitude que quelque chose quelque part clochait. Elle s'habilla sans hâte, enfila un cardigan gris impeccable et une jupe repassée, et prit son thé dans le jardin, sous le pommier en bourgeon, se laissant bercer par le chant des oiseaux et le bruissement de la brise. Elle repensa aux paroles d'Edwin de la veille. Il y avait de la sincérité dans sa voix, mais aussi de l'évasion. Pas celle, grossière, qui recouvrait maladroitement la culpabilité, mais celle discrète et nette, comme une porte verrouillée non par peur mais par habitude. Il avait parlé d'idéologie, d'un héritage méprisé, au profit d'une cause plus noble, de nobles motifs peut-être. Mais un meurtre, Miss Marple le savait, était rarement commis pour de nobles motifs. On tuait par amour, par haine, par fierté, ou le plus souvent pour garder un secret. Elle prit son tricot et se dirigea vers le village, choisissant le chemin le plus long qui longeait le vieux verger et la maison de jardinier abandonnée qui appartenait autrefois au jardinier des Chetwynd. Les volets étaient désormais fermés, la peinture s'écaillait et le toit était couvert de mousse. Miss Marple s'arrêta là, remarquant la faible empreinte de pas récents près de la fenêtre, à latérale. Quelqu'un était passé par là. Curieux mais pas encore significatif. Son véritable objectif ce matin-là était de visiter le presbytère. Le révérend Julian Lanning était un homme réfléchi, peu enclin au commérage, mais au courant de beaucoup de choses. Et, par hasard, sa femme Constance était dans la confidence de Roland Marsh, du moins le croyait-on généralement. Miss Marple, sachant combien on aspire à se confier sous couvert de pudeur, apporta de la marmelade. La femme du vicaire l'accueillit chaleureusement et la conduisit dans un salon ensoleillé où flottait dans l'air un parfum de cire à la lavande. « C'est vraiment affreux pour ce pauvre monsieur Marsh », dit doucement Miss Marple en s'installant dans le fauteuil fleuri. « Je l'ai toujours trouvé très discret. »« Trop dévoué, à mon avis, » dit Constance Lanning en lui offrant du thé et en fronçant les sourcils. Il pouvait être plutôt rigide, même si Julian dit que c'était un homme accablé par de nombreuses confidences. « Ouais, cela expliquerait l'apparence qu'il arborait souvent, » acquiesça Miss Marple. « L'apparence d'un homme qui essaie de ne rien laisser paraître. Une tâche plutôt ingrate. » Constance hésita. « Il est venu voir Julian il n'y a pas longtemps. Pour un conseil spirituel, dit-il. Mais je les ai entendus parler. Enfin, des voix élevées. Pas ce qu'on attendrait d'une confession. Quelque chose à propos du droit des successions. Quelque chose à propos de fraude. » Les doigts de Miss Marple, posés sur sa tasse de thé, ne tressaillirent pas. Une fraude? Cela semble terriblement grave, et ce n'est pas le genre de chose que Roland Marsh laisserait passer sans contrôle. Il était très contrarié, et Julian, enfin, il n'a pas dit grand-chose, mais j'ai bien vu que ça l'inquiétait. Bien sûr, Edwin Chetwynd avait déjà commencé à céder la succession à ce moment-là. « Je me demande, » dit Miss Marple pensivement, « si M. March a jamais parlé d'un testament. Du testament du colonel, je veux dire. »« Oh oui. Il a été remanié avant la mort du colonel, juste un an auparavant, en fait. Il y a eu beaucoup de remous à l'époque, mais seulement entre la famille et M. March, je crois. » Miss Marple repoussa cette pensée. Les testaments étaient des choses délicates, souvent définitifs, et pourtant si souvent manipulés avant d'être scellés. Cet après-midi-là, elle s'arrêta à la poste sous prétexte d'acheter des timbres, mais surtout pour parler à Miss Kitty Long, qui se targuait de savoir tout ce qui passait entre ses mains. Lettres, colis, potins. « Ce n'est pas tous les jours qu'on a un meurtre au village, » dit mademoiselle Long, tremblante derrière le comptoir. « J'imagine que vous êtes occupée à élaborer vos théories, mademoiselle Marple. Je laisse les théories à la police, » dit Miss Marple d'un ton doux, « même si je trouve les lettres très révélatrices. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Peut-être des lettres de ou à Monsieur March ?» Mademoiselle Long se pencha vers moi avec un plaisir évident. « Il en a reçu 2 jours seulement avant la fête. Un timbre étranger, italien si je me souviens bien, remis en main propre, non posté. » « Livré en main propre?
Oui, par un jeune homme aux cheveux noirs, bien habillé. Il parlait avec un accent. Il disait être un ami de Monsieur Marsh, membre de la Société juridique de Londres. C'est curieux, dit Miss Marple. Roland Marsh n'a jamais été un grand amateur de voyage. Exactement, s'exclama mademoiselle Long. J'espère que la police enquêtera. Mais ils sont très concentrés sur Edwin. Bien sûr qu'il l'était. Edwin avait le mobile. Une dispute. L'opportunité. L'accès à la maison. Et maintenant, les preuves, le tissu déchiré, l'alibi brisé. Mais l'affaire était trop bien ficelée. Miss Marple ne faisait pas confiance à la propreté en matière de meurtre. Ce soir-là, elle retourna au manoir de Chetwynd, sous prétexte de rendre visite à la gouvernante, Madame Drayton, une femme aux chaussures confortables et dotée d'une mémoire d'inventaire. Pendant que Madame Drayton servait le thé dans le salon des domestiques, Mademoiselle Marple aborda la question des objets manquants. « Un livre », dit Madame Drayton au bout d'un moment. Une chose idiote en fait, mais l'exemplaire du colonel Less Voyage de Gulliver, il a disparu. Il était sur l'étagère de la bibliothèque chaque année, si je me souviens bien. Coins en laiton, avec un marque-page en ruban rouge. Disparu. Je l'ai remarqué après la fête. Et c'était là le matin de... Oh oui, je m'en souviens, parce que le valet de pied l'a déplacé pour épousseter l'étagère. Il l'a remis de travers et je l'ai redressé moi-même. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Merci, Madame Drayton. C'est plus utile que vous ne le pensez. » Elle partit avec un sentiment de certitude grandissant. Le livre était essentiel. Ce n'était pas une coïncidence. Un avocat ne se promène pas dans une garden party avec une satire à la main, à moins que celle-ci ne contienne autre chose. Des papiers peut-être pliés dans les pages. Un Nouveau Testament? Une confession? Miss Marple avait vu suffisamment de documents cachés, cousus dans des recueils de cantiques et cachés derrière des cadres de tableaux, pour reconnaître un leurre. Roland Marsh avait apporté quelque chose à cette fête. Il avait l'intention de l'affronter, de le révéler ou peut-être de le protéger. Mais quelqu'un d'autre l'avait su, ou deviné, et l'avait tué avant que l'acte ne soit accompli. Ce soir-là, Miss Marple était assise, son tricot intact, tandis que le feu crépitait doucement. L'obscurité extérieure semblait peser plus lourdement sur les vitres, et elle pensa à Edwin Chetwynd, pâle, distant, cherchant à fuir un héritage dont il savait peut-être qu'il reposait sur des mensonges, et au jeune homme à l'allure étrangère et aux manières londoniennes, délivrant en main propre un message désormais indéchiffrable. Il lui restait une dernière visite à faire. Au jeune Harold, le valet de pied, dont la loyauté envers la maison n'avait d'égal que son honnêteté aveuglante. Mais cela attendra le matin. Pour l'instant, elle se laissa aller en arrière, ferma les yeux et s'autorisa la certitude silencieuse que le motif commençait à se dessiner. Les bords du puzzle s'alignaient. Il ne restait plus qu'à découvrir le coin manquant, quelque chose de petit, presque invisible, mais totalement accablant. Le lendemain matin, une fine bruine tomba, suffisamment douce pour brouiller l'horizon, mais pas assez pour retenir Miss Marple à l'intérieur. Elle prit son parapluie, un vieux parapluie aux manches en bois usé, et retourna au manoir de Chetwynd, le chemin glissant sous ses pieds et les haies ruisselantes. L'humidité ne la dérangeait pas. La pluie avait le don d'adoucir les esprits et de dissiper les fanfaronnades, et elle soupçonnait que le valet de pied Harold serait plus communicatif sous un ciel gris que sous un soleil scrutateur. Harold fut trouvé près des écuries, nourrissant les poules avec un soin machinal, le col relevé pour se protéger du froid et le regard perdu dans une préoccupation inquiète. Voyant Miss Marple approcher, il se redressa et lui adressa un signe de tête, hésitant visiblement à s'adresser à elle, comme à une invitée ou à une intruse. « Je me demandais, dit-elle doucement, si je pouvais vous accorder un instant de votre temps, Harold. J'ai cru comprendre que c'est vous qui avez trouvé Monsieur Marsh. » Il baissa les yeux vers le seau à nourriture. « Oui, madame, vous avez été très courageux, j'en suis sûr. Ces choses... »
Eh bien, elles laissent des traces. Mais parfois, les plus petites observations sont les plus utiles, surtout quand la police est si occupée avec les tissus déchirés et les empreintes digitales. Ses yeux se posèrent sur les siens, prudents. Ils pensent que c'est M. Edwin qui a fait le coup. Tout le monde le dit. Oui, et pourtant, dit-elle avec un sourire bienveillant, je pense plutôt que la vérité est rarement aussi commode. Harold hésita puis hocha la tête presque imperceptiblement. Il n'avait pas l'air surpris, madame, Monsieur Edwin, je veux dire, quand je l'ai trouvé, pas vraiment choqué, comme s'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Oui, murmura Miss Marple, je l'ai remarqué aussi, mais dites-moi, quand avez-vous vu Monsieur March pour la dernière fois, avant l'incident, dans le salon? Peut-être 10 minutes avant que je le trouve. Il était assis près du feu, lisant ce vieux livre que le colonel gardait, Les voyages de Gulliver. Miss Marple haussa les sourcils. Il avait l'air agité, calme, vraiment calme, comme s'il attendait, mais sans vraiment lire, juste en train de tenir. Et personne d'autre n'est entré. Non, madame. Pas à ma connaissance. Mais madame Drayton m'a envoyé aux cuisines chercher d'autres verres juste après. Je suis resté absent 5, peut-être 6 minutes. Merci, Harold. Tu m'as été d'une grande aide. Elle le laissa avec les poules et un air visiblement soulagé. Il y avait chez le garçon une curieuse honnêteté. Il n'avait aucune intention, et bien que ses observations fussent grossières, elles sonnaient justes. Si March attendait quelqu'un, ce n'était pas Edwin. Edwin n'était entré dans la maison qu'après le début du tumulte. De retour au village, la bruine s'était calmée, et Miss Marple s'arrêta près de l'épicerie, où le jeune Derek Finch montait la garde avec toute la solennité dont il était capable. Ses bottes étaient encore trop grandes, et son carnet pendait de sa poche humide. Elle s'arrêta près de lui et, après une brève plaisanterie, dit d'un ton léger « J'espère que votre inspecteur est minutieux. Ce genre de meurtre est souvent moins lié à ce qui a été volé qu'à ce qui allait être révélé. » Derek s'agita maladroitement. L'inspecteur Cray dit que le mobile, les moyens, l'opportunité, tout pointe vers M. Edwin. « Oui, ma chère, mais parfois ces trois-là désignent la mauvaise personne volontairement. » Il fronça les sourcils, puis ajouta d'un ton conspirateur « On a trouvé autre chose, cependant. L'inspecteur ne pense pas que ce soit quelque chose, mais il y avait un gant, dans la bibliothèque et derrière la tenture. Un gant de dame. Vraiment ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Voilà qui est intéressant. Et une dame s'est-elle manifestée pour le réclamer? Non, madame. C'est un objet coûteux, du cuir souple, crème pâle. L'inspecteur dit qu'il pourrait appartenir à l'un des invités. Mais il n'est pas sûr que ce soit lié. » Miss Marple ne le contredit pas. Elle demanda plutôt à le voir. Le gant, lorsqu'il le sortit d'une petite enveloppe en papier ciré, était effectivement fragile, presque neuf, mais présentait une petite déchirure à la base de la couture du pouce, une déchirure causée peut-être par un coup soudain ou un bord tranchant. Elle remercia Derek, puis continua lentement son chemin. Un gant de femme dans la bibliothèque, un notaire lisant un livre symbolique, non pour le plaisir, et un visiteur de Londres portant une lettre timbrée en Italie. Les liens se resserraient. Cet après-midi-là, elle rendit une visite amicale à Madame Witherby, sous le prétexte commode de discuter du report de l'exposition florale. Mais ce qu'elle désirait vraiment, c'était rencontrer quelqu'un d'autre. Mademoiselle Fiona March, nièce du défunt notaire, qui avait récemment emménagé dans la maison de son oncle après son décès. Fiona était une jeune femme calme et posée, aux cheveux blonds cendrés coiffés à la mode moderne, et à la voix à couper le souffle si on la provoquait. Miss Marple ne lui avait adressé la parole que brièvement auparavant, mais elle avait eu l'impression d'une femme peu habituée à la patience des petites villes, et peut-être peu habituée à être ignorée. « Je n'arrive pas à croire que l'oncle Roland était assassiné. » Ça dit Fiona sèchement en servant du thé. C'était un homme tellement ennuyeux à bien des égards. Pas d'ennemis, pas d'aventure. Et maintenant, tout ce drame. En effet, acquiesça Miss Marple. Mais même les hommes les plus
Ennuyeux ont des défauts que personne ne voit. Vous avez vécu avec lui un temps, n'est-ce pas? Ces 6 derniers mois. Après mon départ de Londres, mon travail est tombé à l'eau et... Eh bien, il m'a proposé. Il était généreux, à sa manière. Et vous étiez proche? Fiona hésita, puis dit, « Il était discret, mais gentil. » Miss Marple sirota son thé. Et a-t-il mentionné quelque chose récemment? Des inquiétudes? Des visiteurs étranges? Fiona cligna des yeux, puis ses lèvres se crispèrent légèrement. Il a effectivement fait venir quelqu'un, un homme dont je ne connais pas le nom, un étranger. Ils se sont disputés. Ça l'a bouleversé, c'était la veille de la fête. Tu sais de quoi il s'agissait? Non, dit Fiona, mais il y avait une légère raideur dans sa posture. Miss Marple regarda pensivement ses mains, aux doigts longs et parfaitement manucurés. Elle ne portait pas de gants non plus. Quel dommage, dit Miss Marple d'un ton léger. Un homme comme Monsieur March, qui détient tant de secrets. J'espère qu'aucun d'eux ne risque de causer des ennuis. Elle partit peu après, certaine maintenant que Fiona en savait plus qu'elle ne l'admettait. Mais elle ne savait pas si elle était impliquée, ou simplement effrayée. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple retourna dans son petit salon et sortit une fine enveloppe de son sac à tricot. À l'intérieur se trouvait une lettre, une copie du registre de la poste, datée de 2 jours avant le meurtre et adressée à Roland March, remise en main propre. Elle le relut, remarquant l'écriture soignée et inclinée, et la signature, Luca d'Angelo. Elle avait déjà entendu ce nom, mais pas dans les milieux juridiques. C'était la mère d'Edwin qui avait correspondu avec un sculpteur italien portant ce nom, de nombreuses années auparavant, dans des circonstances dont on parlait à voix basse, mais jamais vraiment prouvées. Si cet homme était venu délivrer plus qu'une lettre, s'il était porteur d'une menace ou d'un secret, alors le meurtre de Roland March n'était pas un crime impulsif, mais un crime de peur. Peur d'être démasqué, peur de voir son héritage détruit, et cela signifiait qu'Edwin n'avait peut-être pas tué pour échapper à un nom, mais que quelqu'un d'autre avait tué pour le garder enterré. Miss Marple se pencha en arrière, sur sa chaise, tandis que l'horloge du grand-père sonnait 9 heures. Le temps de l'écoute touchait à sa fin. Le temps de rassembler les fils, doucement, calmement, inévitablement, était tout proche. Le lendemain matin, une brise fraîche balaya Little Wadsworth, faisant trembler les fenêtres et grincer les enseignes. Miss Marple se leva de nouveau tôt, son sommeil léger mais productif. Dans le silence de la nuit, elle avait rejoué chaque fil conducteur. La présence inhabituelle de Roland March à la garden party, un livre symbolique à la main, le mystérieux visiteur porteur d'une lettre étrangère, le gant de femme retrouvé derrière le rideau et l'attitude posée de la jeune Fiona March. Chaque élément vibrait de signification, mais refusait de se dessiner clairement. Mais il y avait quelque chose. Elle le sentait, juste hors de portée, attendant d'être doucement attirée vers lui. Elle quitta son cottage après le petit déjeuner et se dirigea vers Market Chipping, où elle avait convenu de rencontrer l'inspecteur Cray sur une invitation discrète. Elle lui avait envoyé un mot, rédigé avec goût et d'un ton modeste, suggérant qu'une conversation autour d'une tasse de thé pourrait apporter plus de lumière qu'un interrogatoire formel. L'inspecteur, habitué à ses ingérences discrètes et au respect prudent de ses antécédents, avait accepté avec la résignation ironique d'un homme qui se doutait qu'on allait le mener quelque part. Ils se retrouvèrent au salon de thé de Madame Bartlett, un endroit étroit qui sentait le pain grillé beurré et la cire d'abeille, avec des rideaux de dentelle aux fenêtres et une cloche qui sonnait trop fort chaque fois que la porte s'ouvrait. L'inspecteur Cray arriva ponctuellement, essuya la pluie de son manteau et s'assit en face d'elle, se préparant déjà à un interrogatoire doux. « Je suppose que ce n'est pas une simple visite sociale, » dit-il en la regardant par-dessus le bord de sa tasse. « Pas tout à fait, » répondit Miss Marple en remuant son thé. « Mais c'est toujours réconfortant de s'asseoir au chaud quand un meurtre se prépare. Avez-vous progressé? Rien sur quoi on puisse se reposer, dit-il en soupirant.
Pas d'empreinte digitale, pas de chronologie précise. Edwin Chetwynd est évasif, mais pas stupide. Et ce gant, vous avez bien fait de me le demander. Il ne correspond à aucun objet appartenant à la famille. Mais peut-être que ça va avec quelque chose porté par Miss Fiona March, suggéra Miss Marple délicatement. Cray haussa un sourcil. « Tu crois qu'elle est impliquée ? Je pense, dit-elle, qu'elle cache quelque chose. Et que le meurtre de M. March ne concernait peut-être pas seulement le domaine. Il y a une lettre, remise en main propre à M. March par un Italien, Luca D'Angelo. Je crois qu'il est venu au village. Peut-être sous prétexte d'affaires juridiques. Je soupçonne qu'il n'a pas rendu visite à Edwin, mais à Roland. » Cray se pencha lentement en arrière, les yeux plissés. « Tu penses que le mobile ne vient pas d'Edwin, mais de ce qu'il y avait dans cette lettre ?» Miss Marple hocha la tête. « Roland March, je crois, allait révéler quelque chose. Peut-être un testament, peut-être autre chose. Quelque chose qui aurait pu jeter le doute sur la véritable propriété du manoir de Chetwynd. »« Vous croyez qu'il y a une fraude ?» demanda-t-il en baissant la voix. « Je crois que c'est M. March, répondit-elle. Et il est mort avant d'avoir pu révéler l'affaire. Ce qui signifie que quelqu'un avait beaucoup à perdre si la vérité éclatait. » Ils restèrent silencieux un moment, le temps que Cray digère la nouvelle. Puis il dit « Vous avez parlé de testament. » « Oui, je pense qu'il existe peut-être un second testament, caché, peut-être détruit, ou peut-être encore en attente d'être découvert. Mais réfléchis bien. Roland March arrive avec un livre. Les voyages de Gulliver Hill le tient pendant la fête. Il meurt peu après dans la bibliothèque. Le livre a disparu, et la bibliothèque révèle un gant de femme déchiré comme par un mouvement brusque. « Cela suggère une lutte, » murmura Cray. « Ou une confrontation, » dit Miss Marple. « Pas forcément violente, mais rapide et décisive. » Cray secoua la tête. « On va fouiller à nouveau la maison, discrètement. S'il y a un autre testament ou un document caché dans un livre ou un tiroir, on le trouvera. Cherchez les voyages de Gulliver. Un exemplaire au coin en laiton, celui du colonel. Il appartenait à la bibliothèque, mais a disparu le jour du meurtre. » Cray hocha la tête. « Et Fiona ? Elle est intelligente, mais fragile. Si elle est impliquée, ce n'est pas d'une manière qu'elle trouve facile à supporter. Observez-la attentivement. Il y a quelque chose d'irrésolu, du chagrin peut-être, mais quelque chose de plus lourd aussi. » Plus tard dans l'après-midi, l'équipe de Cray entama discrètement sa deuxième fouille du manoir de Chetwynd. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à un groupe inattendu. Madame Rosemary Chetwynd, veuve de l'oncle d'Edwin, et longtemps éloignée de la maisonnée. Elle vivait dans une modeste maison en pierre à la lisière du village, entourée de lierres épais et de chats. Madame Chetwynd n'était pas contente d'être dérangée. « Je n'aime pas cette maison. » et dit-elle sèchement en faisant entrer Miss Marple avec un soupir hérissé. « Ils m'ont exclu il y a des années, ma fille et moi. Je n'ai pas supplié qu'on puisse y retourner. Miss Marple ne s'en souciait pas. C'est juste que j'ai trouvé le nom de Luca D'Angelo. Je crois que vous avez correspondu avec lui une fois. Un artiste. » La femme plus âgée plissa les yeux. « Alors, tu as creusé. » »« Oui. J'ai connu Lucas, brièvement. On était proches avant mon mariage, mais c'était il y a des années. Et alors, je me demande si votre fille l'a déjà su. » Un silence s'abattit, si complet qu'il rendit le bruit de la pluie dehors plus fort. « Elle s'en doutait, » dit finalement Rosemary, « mais je ne l'ai jamais confirmé. Il n'y avait aucune raison. Je pensais que c'était derrière moi. Mais si votre fille l'a découvert récemment, peut-être par l'intermédiaire de M. March, Madame Chetwynd se raidit. Vous insinuez que ma Fiona est impliquée dans cette affaire? Elle était proche de son oncle, certes, mais ce n'est pas une tueuse, pas par nature, acquiesça Miss Marple. Mais quand les gens sentent que leur identité, leur place dans le monde est menacée, ils peuvent agir avec témérité.
Si elle apprenait que l'homme qu'elle appelait oncle avait menti sur un secret de famille, et si elle craignait que son nom ou son héritage soit menacé, la voix de Rosemary était faible. Elle disait qu'elle se sentait exclue, que tout était bâti sur des faux-semblants. Elle reprochait à Edwin d'avoir dilapidé la succession, d'avoir jeté ce qui lui était dû. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. « Merci », dit doucement Miss Marple en se levant. « Vous avez été très courageux. » À son retour au village, les nuages s'étaient dissipés. Elle était à mi-chemin de son thé du soir lorsqu'on frappa à la porte, avec urgence, mais sans panique. C'était l'inspecteur Cray. « Nous l'avons trouvé, » dit-il sans préambule. Le livre coincé derrière le radiateur de la bibliothèque, page creusée. À l'intérieur, un second testament, daté de 2 mois avant la mort du colonel, léguant la succession non pas à Edwin, mais à Fiona Marsh. Miss Marple posa sa tasse avec un léger clic. « Roland Marsh essayait alors de faire ce qu'il croyait être juste, » dit-elle. « Mais il a attendu, il a hésité. Peut-être avait-il l'intention d'en parler d'abord à Edwin, ou d'affronter Fiona. Mais quelqu'un a agi plus vite. Cray expira. « On l'amènera demain, j'aimerais que tu sois là, si ça ne te dérange pas. » Miss Marple sourit doucement. « Pas du tout. Je pense que nous approchons de la fin. » Et en effet, elle le sentait, ce silence enroulé avant qu'un dernier mot soit prononcé, le silence avant la révélation. Il ne restait plus qu'un pas à franchir, et Miss Marple, toujours patiente observatrice, avait déjà trouvé la solution. Le lendemain matin était clair et vif, les nuages des jours précédents dissipés, comme si le village lui-même pressentait la fin imminente. Miss Marple arriva au poste peu avant 10 heures, où l'inspecteur Cray se tenait sur le seuil, le visage crispé mais serein. Ils échangèrent le genre de regard échangé entre joueurs chevronnés au dernier tour d'une partie d'échecs. Nul besoin de préambule. Juste la confirmation que le moment des vérités était venu. À l'intérieur, Fiona Marsh était assise dans la petite salle d'interrogatoire, élégante malgré la chaise sévère et la lumière peu flatteuse. Elle portait un manteau bleu marine boutonné jusqu'au cou, et ses yeux, bien que clairs, trahissaient un léger tremblement dans les coins, signe pour les vigilants que quelque chose avait changé depuis la veille. Peut-être se doutait-elle déjà de ce qui avait été découvert. La culpabilité ne naît pas toujours du crime. Parfois, elle naît de la connaissance, une connaissance qu'on n'a mise en pratique que trop tard. L'inspecteur Cray ouvrit, lentement et délibérément le dossier devant lui. Miss Marple se tenait silencieusement derrière lui, près de la fenêtre, sa présence étant plus apaisante qu'intrusive. Cray regarda Fiona d'un air neutre. « Mademoiselle Marsh, nous avons récupéré un 2e testament. Un testament que votre oncle semble avoir caché le jour de la garden party. Il vous désigne comme héritière principale du manoir de Chetwynd et de tous les biens qui y sont associés. » Le visage de Fiona ne changea pas tout de suite. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun son ne sortit. « Je ne savais pas qu'il l'avait apporté avec lui, » dit-elle enfin à voix basse. « Je savais seulement qu'il pourrait, il a dit, qu'il avait trouvé quelque chose dans les vieux dossiers. Quelque chose qui a tout changé. Est-ce qu'il a dit ce que c'était? Il a dit que le testament original avait été falsifié, que votre héritage, celui de M. Chetwynd, reposait sur un faux, ou du moins dissimulé, que mon nom avait été radié sous la pression. » La voix de Miss Marple était douce mais ferme. « De la pression de qui ?» Fiona hésita. « Le colonel. Il ne voulait pas que j'hérite. Il trouvait ça déplacé, que je ne sois pas légitime. » Il y eut un moment de silence dans la pièce, interrompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge murale. « Tu veux dire, » dit lentement Cray, « qu'il ne croyait pas que tu étais un vrai Chetwynd ?» Fiona hocha la tête. « Et peut-être que non. Ma mère, elle ne m'en a pas dit beaucoup, mais j'en ai compris suffisamment. Le colonel savait qu'elle avait eu une liaison avant son mariage. Il s'en doutait, je crois, mais il ne l'a jamais prouvé. Roland Marsh savait,
ou du moins, il soupçonnait la vérité. Mais il m'a protégé, jusqu'à maintenant. « Et Luca d'Angelo » demanda doucement Miss Marple. Fiona se tourna vers elle, surprise. « Je ne le connais pas. »« Alors tu es peut-être le seul. Il est venu voir ton oncle. Nous pensons que c'était ton père. » Les yeux de Fiona s'écarquillèrent. Ce n'était pas le regard d'une femme prise en flagrant délit de mensonge, mais celui de quelqu'un qui voit la dernière carte se mettre en place. « Mon père » murmura-t-elle. « Mais je croyais que ce n'était qu'un nom dans une lettre, une histoire que maman refusait de raconter. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Votre oncle, je crois, a reçu cette histoire dans son intégralité. Peut-être de votre mère récemment, ou peut-être de M. d'Angelo lui-même. Et après, l'avoir confirmé, probablement par l'envoi ou la livraison de documents, il a rédigé le Second Testament, pour arranger les choses. Mais il hésitait. Peut-être voulait-il d'abord affronter Edwin, ou peut-être craignait-il les conséquences pour vous. « Je ne l'ai pas tué, » dit soudain Fiona, la voix aigrie par le désespoir. « Je ne savais même pas qu'il avait apporté le testament à la fête. Je suis allé le chercher ce jour-là. Je savais qu'il avait rendez-vous. Il était nerveux. Je pensais qu'il préparait peut-être quelque chose de dramatique. Mais quand je suis arrivé à la bibliothèque, il était déjà mort. » Cray ne l'interrompit pas. Il laissa le silence s'éterniser. « J'ai paniqué, a-t-elle poursuivi. J'ai vu le sang. J'ai vu le livre par terre. Je l'ai ramassé, un instant seulement. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû tomber derrière. Le radiateur. J'ai laissé tomber mon gant. Je ne m'en suis rendu compte que des heures plus tard, mais je n'ai pas... » Miss Marple s'avança, calme et assurée. « Alors dites-nous ce que vous avez vu. Pas seulement Roland Marsh, mais n'importe qui d'autre. Quiconque aurait pu le suivre. » Fiona déglutit difficilement. « Quelqu'un était entré dans la pièce avant moi. Le rideau de la porte latérale bougeait quand je suis entré. J'ai pensé que c'était peut-être la brise, mais maintenant je n'en suis plus sûr. J'ai entendu un bruit, des pas, mais quand j'ai regardé dehors, le couloir était vide. »« Une femme ?» demanda Cray. Fiona secoua la tête. « Je ne sais pas. Ça aurait pu être n'importe qui. » Cray tapota le dossier. « Vous comprenez que cela va tout changer. Le mobile, l'héritage, la question de la légitimité. » Fiona hocha légèrement la tête. « Je ne voulais pas de la maison, pas comme ça, je voulais juste la vérité. » Après l'interrogatoire, l'inspecteur Cray et Miss Marple sortirent dans le couloir. La lumière y était plus vive, mais le poids de la conversation persistait. « Elle n'a rien fait, » dit Cray d'une voix calme. « Son histoire colle, et elle a clairement lutté sous le poids de quelque chose. »« Oui, » répondit Miss Marple. « Et quelqu'un a profité de cette confusion. Quelqu'un qui connaissait l'existence du testament. Peut-être quelqu'un qui a vu M. March ce jour-là. Peut-être même entendu la conversation sur ses intentions. » Cray fronça les sourcils. « Edwin ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, je crois qu'Edwin l'ignorait vraiment. Il craignait plutôt que March ne vienne contester son droit de propriété, mais pas que son héritage soit entièrement annulé. Il était évasif, certes, mais pas meurtrier. » Cray soupira. « Et alors ?» Miss Marple le regarda fixement. « Je crois qu'il faut revoir le personnel. » Plus tard dans la journée, de retour au manoir de Chetwynd, Miss Marple demanda à parler discrètement à Madame Drayton. La gouvernante était précise comme toujours, mais une tension pesait sur ses épaules, comme un châle trop serré. « Madame Drayton, » dit doucement Miss Marple, « vous servez cette maison depuis de nombreuses années. Vous connaissez ses habitants mieux que quiconque, et vous étiez là, à proximité, le jour où M. March a été tué. » Le visage de Madame Drayton ne changea pas. « Je surveillais la cuisine. »« Oui, mais je me demande si vous avez vu quelqu'un d'autre entrer dans la bibliothèque avant que M. March ne soit retrouvé. » Elle hésita. « J'ai vu Mademoiselle March entrer, oui, mais c'est déjà connu. Et avant ça ? »
Une lueur traversa son visage. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que je me trompais. OMS? Elle baissa les yeux sur ses mains. Angela Parkins, la jeune servante. Miss Marple cligna des yeux. Angela? Elle a à peine 17 ans. Oui, mais elle était folle de M. Edwin. Tout le monde le savait. Elle parlait trop souvent de lui, posait des questions. Je trouvais ça absurde. Et vous pensez qu'elle a pu voir le testament ou entendre quelque chose? Je pense qu'elle a suivi M. March. Peut-être l'a-t-elle entendu parler. Peut-être a-t-elle mal compris ce que cela signifiait. Miss Marple hocha lentement la tête, et elle craignait que la fortune d'Edwin ne lui soit confisquée. Cette nuit-là, alors que le village s'assombrissait, les dernières pièces du puzzle se mirent en place. Angela Parkins, jeune, passionnée, influençable, avait trouvé le testament par hasard. Peut-être même y avait-elle jeté un coup d'œil à l'intérieur du livre avant que M. March ne s'en aperçoive. Peut-être l'avait-elle entendu parler de tout changer, de nommer quelqu'un d'autre. Et à cet instant, craignant que la vie d'Edwin, et la sienne par extension, ne soit ruinée, elle avait agi. Un coupe-papier, un coup de poing. Panique. Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, son tricot intact sur ses genoux. La tragédie n'était pas née de la cupidité ou de la vengeance. Elle était née d'une dévotion mal avisée, un fantasme romantique devenu fatal. Et comme toujours, sous la surface de la gentillesse et du cérémonial, c'était la nature, humaine, dans toute sa gravité imparfaite, qui avait écrit l'acte final. Demain, ce serait la confession, douce, en larmes et sans résistance. Et Miss Marple, douce dans ses paroles et impitoyable dans ses observations, serait là lorsque la vérité serait dite à haute voix. Le lendemain matin, un calme absolu s'abattit sur Petite Wadsworth, comme un souffle retenu. Le ciel était pâle et strié des plus doux rayons de l'aube, comme si la nature elle-même comprenait que quelque chose de délicat, de longtemps enfoui, allait refaire surface. Miss Marple se leva en silence et prépara sa matinée comme toujours. Du porridge, une tranche de pain grillé à la marmelade, une théière. Mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Elle savait que le moment était venu. Non seulement de découvrir la vérité, mais de l'affronter. Angela Parkins arriva au manoir de Chetwynd peu après 9 heures, appelée non par ordre officiel, mais par la voix discrète de Madame Drayton, qui demandait de l'aide pour polir l'argenterie en vue d'un déjeuner. La jeune fille vint de bon cœur, les joues roses de la promenade, les cheveux coiffés avec plus de soin que d'habitude. Elle salua le personnel avec enthousiasme, demandant même timidement des nouvelles d'Edwin absent. Et lorsqu'on la conduisit à l'office du majordome, où Miss Marple l'attendait avec l'inspecteur Cray assis tranquillement dans un coin, ses pas hésitaient. Angela regarda tour à tour les visages, son sourire forcé s'effaçant à mesure que le silence s'installait. Elle voulut parler, peut-être reculer, mais Miss Marple tapota doucement le siège à côté d'elle. « Assieds-toi, ma chère. Nous voulons juste parler. » Angela s'assit lentement, les doigts noués sur ses genoux. Elle garda les yeux baissés. Cray resta immobile, sans rien dire. Miss Marple observa la jeune fille un instant, avec la patience sereine de quelqu'un qui avait vu d'innombrables mensonges mis à nu, non pas par un interrogatoire, mais par la gentillesse. « Vous étiez à la bibliothèque, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple, peu de temps avant que M. March soit retrouvé. Angela tressaillit, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Je ne voulais pas, j'étais juste curieuse. Il était toujours si froid, toujours à écrire des trucs. J'ai cru qu'il avait peut-être écrit quelque chose sur M. Edwin. »« Vraiment ?» La fille hésita, puis dans un murmure, « Il avait des papiers, un dossier dans un livre. Il l'a laissé sur la table. Je n'aurais pas dû y toucher. Mais je me suis dit, ça pourrait être important. Je l'ai ouvert. Il y avait un nom, pas celui de M. Edwin. Il était écrit que quelqu'un d'autre prendrait la maison. » Elle se mit à trembler. Et je me suis dit,
Ce n'était pas bien. Monsieur Edwin se soucie du village. Il donne, il aide les gens, il est gentil. Pourquoi lui prendrait-il tout? La voix de Miss Marple était toujours basse, même si son cœur se serrait sous le désespoir sincère de la jeune fille. Alors vous pensiez l'aider. Je voulais juste prendre les papiers, juste pour les rendre à Monsieur Edwin. Mais Monsieur March est revenu. J'ai essayé de cacher le dossier dans le livre, mais il m'a vu. Il s'est mis en colère. Il a dit que j'avais tout gâché. Il a dit que je n'avais aucun droit. Et ensuite, demanda doucement Cray. Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. Il a essayé de me le prendre. J'ai paniqué. Il y avait un coupe-papier sur la table. C'est arrivé comme ça. Il m'a regardé comme si je n'étais pas réel, comme si j'étais une ordure. Je ne voulais pas... Elle s'interrompit, le visage décomposé sous le poids de son geste. Miss Marple, lui, prit la main et la serra doucement. Son visage ne lisait ni triomphe ni satisfaction, seulement une profonde et silencieuse tristesse. « Tu essayais de protéger quelqu'un qui te tenait à cœur, dit-elle, mais tu as agi par peur, et la peur est un maître dangereux. » Angela hocha la tête, les larmes coulant à flots. J'ai couru. Je ne savais pas quoi faire. J'ai laissé tomber mon gant. Je pensais le récupérer plus tard. Je me suis dit, peut-être que personne ne le saurait. « Vous avez bien couvert la scène, » dit Cray d'une voix douce. « Mais les secrets ont tendance à refaire surface, surtout quand on essaie de les protéger. » Angela fut placée en garde à vue sans protestation. Il n'y eut ni cri de colère, ni tentative de fuite. Juste une jeune fille silencieuse marchant aux côtés de l'inspecteur, les épaules voûtées sous le poids de ce qu'elle porterait toute sa vie. Il y avait de la pitié dans les yeux du personnel de la maison en la regardant partir, mais aucune véritable surprise. Elle avait toujours semblé fragile, toujours trop émotive pour son propre bien. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, comme toujours, mais la réaction fut feutrée, voire respectueuse. Ni triomphe, ni indignation. Juste une sorte de respect solennel, comme si le village lui-même retenait un souffle qu'il avait eu trop peur d'expirer. Miss Marple, quant à elle, rentra chez elle et reprit son tricot sous le soleil de l'après-midi, les doigts aussi fermes que jamais. Le fil lui glissa entre les mains comme un souvenir, silencieux, continu, inévitable. Ce soir-là, Edwin Chetwynd lui rendit visite. Il se tenait maladroitement sur le perron, chapeau à la main, les rides du visage plus profondes qu'auparavant. Elle l'invita à entrer sans cérémonie, lui servit une tasse de thé fort et attendit. « Ils m'ont raconté ce qui s'était passé, » dit-il finalement, « à propos d'Angela. »« Elle avait de bonnes intentions, » répondit Miss Marple. « Mais être bien intentionné ne signifie pas toujours bien agir. » Il hocha lentement la tête, le regard fixé sur le feu. « Je ne l'ai jamais encouragée. Pas directement. Mais je suppose que je ne l'ai pas découragée non plus. J'étais flatté, je suppose, et seul. Je ne pensais pas qu'elle agirait. C'est souvent le cas, dit doucement Miss Marple, surtout quand il s'agit de jeunes cœurs. Ils ont soif de prouver quelque chose, d'être vus, de se rendre utile. Je ne veux pas du manoir, dit Edwin après une pause. Je n'en ai jamais voulu. On aurait dit une prison faite de lierre et d'histoire. Mais je n'ai jamais voulu non plus que le sang coule à sa place. Ce n'était pas vraiment la maison, dit Miss Marple. C'était une question d'identité, de légitimité, de sécurité. Cette pauvre fille croyait que si on perdait le domaine, elle perdrait sa place dans notre monde. Elle essayait de tout maintenir en place de ses propres mains. « Et Fiona ?» demanda-t-il. « Elle hérite maintenant. Le testament a été vérifié. Elle vendra probablement le manoir, j'imagine. Elle n'a jamais voulu vivre ici. Peut-être qu'aucun de vous deux ne l'a jamais voulu. » Edwin parvint à esquisser un léger sourire. « Nous avons tous deux grandi dans son ombre. Et maintenant, peut-être, dit Miss Marple en posant sa tasse, vous allez entrer dans la lumière. » Il la remercia doucement et partit, ses pas s'éloignant sur le chemin de gravier. Elle l'observa par la fenêtre, jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin.
Les étoiles commençaient à fleurir au-dessus de leurs têtes, fraîches et lointaines. Le village reprenait son rythme habituel. Enfants bordés au lit, bouilloire, bouillante, rideaux tirés. Dans le calme du soir, Miss Marple retourna à son fauteuil, ses aiguilles à tricoter claquant à nouveau. Le feu crépitait doucement, et elle repensa comme souvent aux petites tragédies nées de simples espoirs. Angela avait rêvé d'amour et de sécurité. Fiona avait aspiré à la vérité et à la reconnaissance. Edwin avait aspiré à fuir le passé. Et au milieu de tout cela, Roland Marsh, gardien des secrets, gardien des convenances, était mort pour avoir tenté de remettre les choses en ordre trop tard. Il en était toujours ainsi, pensa-t-elle. Dans la vraie vie, un meurtre n'avait rien de dramatique. C'était un acte silencieux, souvent triste, davantage ancré dans la peur que dans la malveillance. On tuait non pas par folie, mais par panique, et les conséquences, elles duraient bien plus longtemps que la justice. Dehors, le vent soufflait à travers les haies, et Miss Marple, dans un léger murmure, se tourna vers la rangée de points suivante. La vie continuait, comme toujours, mais quelque part, sous la surface tranquille du village, subsistait le souvenir d'un instant unique et irréversible, et elle, l'observatrice silencieuse, avait une fois de plus témoigné de la vérité qui se cachait derrière le mensonge. Vous avez dit, poursuivez l'histoire en maintenant un flux solide et logique qui s'intègre parfaitement à la partie précédente. La transition doit être naturelle et captivante, garantissant le bon déroulement de l'enquête. Chaque événement doit s'appuyer sur le précédent, menant au développement suivant sans changement brusque. Suivez ces directives. Maintenez le récit étroitement lié à la section précédente. Assurez-vous que la chronologie reste solide et cohérente, sans sauts ni détours inutiles. Le ton, le rythme et le style doivent de correspondre aux flux établis. Maintenez le suspense et l'intrigue tout en guidant l'histoire vers le moment clé suivant. Évitez les titres ou les sauts de section. L'histoire doit être continue et immersive. Répondez toujours directement dans le chat, sans perturber le format de l'histoire. Section. Section 8, 200 mots. Commencez à écrire dès maintenant. ChatGPT a dit, les jours suivants se passèrent à Little Wadsworth dans un étrange silence. Ce n'était pas le silence stupéfait qui suit un scandale, ni le bourdonnement de l'indignation publique, mais quelque chose de plus calme, presque respectueux, un soupir collectif, comme si le village, imprégné de ses propres secrets séculaires, s'était attendu à une telle fin depuis toujours. La vie reprit, comme toujours, par petites touches significatives. Les enfants reprirent le chemin de l'école, leurs cartables balançant, les commerçants rangèrent leurs étalages avec une diligence retrouvée, et les cloches de Sainte-Winifred sonnèrent le dimanche avec une régularité qui rappela aux villageois la continuité. Mais sous ce calme extérieur, les courants sous-jacents de la réflexion s'agitaient. Miss Marple, toujours subtile dans ses gestes et discrète en sa présence, passa cette semaine à faire de petites visites. Elle ne fouinait pas. Elle n'en avait jamais besoin. Elle écoutait simplement. Il y avait quelque chose dans son attitude qui encourageait l'honnêteté sans contrainte, comme un confessionnal attire même les moins dévots. Elle rendait visite à Madame Drayton dans l'office, à Fiona dans la maison de son oncle, et même au jeune Derek Finch qui avait pris l'habitude d'arpenter la place du village, son carnet collé contre sa poitrine, comme s'il contenait des affaires d'État. Mais c'est sa visite au cabinet d'avocats de la famille Chetwynd à Market Chipping qui s'est avérée la plus éclairante, et non pas pour ce qu'elle a trouvé, car les dossiers qu'elle avait demandés avaient déjà disparu, mais pour la façon dont ils avaient disparu. « Détruits ?» demanda-t-elle doucement en jetant un coup d'œil par-dessus le bureau poli à M. Giles Hawthorne, le vieux partenaire qui avait repris de nombreuses responsabilités de Roland Marsh. Il ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Pas précisément détruit, Miss Marple, retiré par la bénéficiaire elle-même. Tu veux dire mademoiselle Fiona March ?» Il hésita. « Oui, le lendemain matin des funérailles de M. March.
Elle est arrivée avec les papiers d'identité corrects. Elle a affirmé que le dossier personnel lui appartenait. Il concernait une affaire familiale. Après tout, c'était de la main de son oncle, et nous n'avions aucune base légale pour nous y opposer. Miss Marple hocha la tête. Bien sûr, elle voudrait voir ce qu'il savait. Elle n'a pris qu'un seul dossier, mince, marron, fermé, par un ruban. Et as-tu jeté un coup d'œil au contenu avant son arrivée? Non. Mais j'ai supposé qu'il s'agissait d'une correspondance personnelle. Miss Marple sourit doucement. J'imagine qu'elle a pensé la même chose. Merci, monsieur Hawthorne. Vous m'avez été d'une grande aide. Elle quitta le cabinet du notaire sans hâte, mais ses pensées s'étaient accélérées. Fiona n'avait pas commis de meurtre. Cela restait vrai. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas révélé, quelque chose qu'elle portait encore, caché derrière son attitude soigneusement posée. Elle avait récupéré un dossier, peut-être des lettres, ou des documents, des preuves, qui confirmaient ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps sur sa filiation, ou qui, peut-être, la compliquaient encore davantage. Miss Marple ignorait encore ce que contenait ce mince dossier marron, mais elle en pressentait la forme. Un héritage, identitaire plutôt qu'un patrimoine. Et ce genre de vérité, une fois révélée, avait le pouvoir de briser plus profondément que n'importe quelle révélation judiciaire. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit de nouveau visite à Fiona. Cette fois, elle n'apporta ni thé ni tricot, seulement elle-même. Fiona la reçut dans le salon, désormais modestement meublé, avec des cartons à moitié remplis empilés près de la porte. Il était clair qu'elle comptait bientôt partir. « Je pars à Londres », dit-elle spontanément une fois qu'ils furent assis. « J'ai trouvé du travail dans une entreprise à Clerkenwell, rien de prestigieux, mais suffisant. »« Je suis ravie de l'apprendre, » dit Miss Marple. « Vous êtes une femme intelligente, et vous méritez une vie à vous, pas seulement celle que d'autres vous ont laissée. » Fiona la regarda, l'œil perçant mais sur ses gardes. « C'est ça que tu es venu dire ?»« En partie. » Elle croisa les mains. « Mais je me demandais aussi, que contenait le dossier que vous avez récupéré au bureau de M. March ?» Il n'y eut aucune réaction extérieure, ni tressaillement ni protestation, mais le silence dans la pièce s'épaissit légèrement. « Tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» dit doucement Fiona. « Pas les détails, peut-être, mais ça suffit. » Miss Marple ne dit rien. Ce n'était pas un testament, c'était de la correspondance, des lettres entre ma mère et Roland, à propos de Lucas, à propos de moi. Elle ne m'a jamais dit toute la vérité, pas de son vivant, mais oncle Roland, il avait tout, il savait, et il a écrit à ce sujet aussi. Il y avait des notes, ses doutes, ses questions. Et les lettres étaient-elles de Lucas lui-même? Fiona hocha la tête. Certaines, d'autres étaient de ma mère à Roland. Elle le suppliait de ne rien dire au colonel. Elle ne voulait pas que je devienne un scandale. Elle a réussi, d'une certaine manière. Fiona sourit faiblement. Oui, mais cela signifiait vivre comme une ombre, toujours consciente que quelque chose se cachait, et quand je lisais les lettres, c'était étrange. Elle ne me libérait pas, elle me pesait. J'ai ressenti à nouveau du chagrin, pour les choses que je n'avais jamais connues, pour les gens que je n'avais jamais vraiment connus. La voix de Miss Marple était douce. Le deuil a de nombreuses formes, et la plupart sont silencieuses. Fiona la regarda avec une pointe de respect. « Tu as cru que j'avais le pouvoir de tuer? Je savais que tu avais du ressentiment, mais pas du genre à tourner à la violence. Tu as gardé le silence trop longtemps pour te déchaîner. Ceux qui ont dû garder des secrets apprennent à protéger, et non à détruire. » Il y eut un autre silence, plus doux cette fois. Puis Fiona demanda « Que va-t-il arriver à Angela? Elle sera jugée. Mais je crois que le tribunal verra la tragédie telle qu'elle est, le désespoir d'une jeune fille, sa naïveté. Je n'ai jamais voulu lui prendre quoi que ce soit. Je ne voulais même pas de la maison. Je voulais juste savoir qui j'étais. Et maintenant, tu le fais. » Fiona détourna le regard. « Oui,
Mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Miss Marple se leva. Tu le feras, avec le temps. Dehors, le vent s'était levé, faisant tourbillonner les dernières feuilles brunes en petits tourbillons le long du sentier. Le manoir se dressait derrière elle tandis qu'elle s'éloignait, immobile, imposant, mais d'une certaine manière moins oppressant, comme si ses secrets l'avaient illuminé, ou peut-être dénudé. Une maison, après tout, n'était que pierre et bois. C'étaient les gens qui l'habitaient, qui lui donnaient ombre ou lumière. De retour chez elle, Miss Marple retourna dans son jardin, où les crocus commençaient à percer le sol, signe de changement. Le village lui aussi recommençait à fleurir, prudemment mais sûrement. Edwin avait accueilli la nouvelle de l'héritage de Fiona avec une grâce surprenante, assistant même avec dignité à la discrète cérémonie funéraire de Roland Marsh. Il resterait au village, semblait-il, non plus comme héritier, mais simplement comme lui-même. Et Fiona, ses cartons faits et son billet de train prêt, allait repartir à zéro avec des vérités enfin siennes à porter. Le nom d'Angela n'était pas souvent prononcé, non par évitement, mais par gentillesse. Son avenir restait incertain, mais le village, à sa manière discrète, avait déjà commencé à lui pardonner. Miss Marple observa longuement les crocus cet après-midi-là, puis se pencha pour arracher une mauvaise herbe rebelle de la bordure. En dessous, une terre fertile s'accrochait à son gant, et elle sourit faiblement à l'idée que même les plus petites choses, gants, regards, mots non prononcés, pouvaient changer le cours des vies. Ce sont toujours les choses les plus silencieuses, réfléchit-elle, qui contiennent les vérités les plus fortes. À Little Wadsworth, l'air était d'une fraîcheur irrésistible, tandis que mars approchait d'avril. La pluie ne s'accrochait plus aussi obstinément aux haies, et les personnages du cimetière cédèrent la place à des bouquets de jonquilles se balançant avec une audace timide. Pourtant, alors même que le village reprenait tranquillement ses activités, quelque chose persistait sous le calme. Le sentiment que si la surface s'était apaisée, les eaux profondes étaient encore instables. Miss Marple n'avait jamais été du genre à rester à la surface. Ces derniers jours, elle avait reçu plus de visiteurs que d'habitude, des voisins apportant des nouvelles ou cherchant simplement du réconfort, non seulement par ses observations, mais aussi par son attitude qui lui permettait de gérer même les vérités dérangeantes. Pourtant, dans son intimité, elle revenait sans cesse à un même soupçon infondé. Les pièces du puzzle s'étaient bien mises en place, certes, la confession d'Angela, le testament, les lettres, mais quelque chose la tiraillait encore. Quelque chose qui ne mentait pas tout à fait. C'est Harold, le valet de pied, qui a finalement transformé ce vague sentiment en forme. Elle le rencontra près de la poste par un matin humide, aux prises avec un carton de provisions trop grand pour sa carrure. Elle lui proposa de marcher un peu avec lui, non pas pour porter le colis, bien sûr, mais pour lui tenir compagnie. Et c'est alors, au milieu d'une conversation informelle sur la météo et le grand ménage de printemps, qu'elle lui posa une question avec toute l'innocence d'une curiosité oisive. « Dis-moi, Harold, quand as-tu vu Angela pour la dernière fois avant que M. Marsh ne soit retrouvé ?» Il n'hésita pas. Elle est arrivée au garde-manger peu de temps avant, une dizaine de minutes. Elle a dit qu'elle cherchait un chiffon pour cirer la table d'appoint du salon, mais elle était toute troublée, le visage rouge. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Non, madame. Mais je croyais qu'elle pleurait. Miss Marple hocha la tête pensivement, le remercia pour la conversation et poursuivit sa promenade, l'esprit tout sauf oisif. Angela était allée au garde-manger juste avant le meurtre. Ce même garde-manger où le coupe-papier avait disparu, un fait que l'inspecteur avait remarqué au début de l'enquête, mais qu'il avait balayé après les aveux d'Angela. Elle avait prétendu l'avoir trouvé à la bibliothèque. Mais que se serait-il passé si elle l'avait toujours eu sur elle? Pourtant, il n'y avait aucune raison évidente pour qu'elle l'ait pris à l'avance, à moins qu'elle n'ait pas eu l'intention de l'utiliser du tout, à moins qu'on le lui ait donné. Miss Marple passa la soirée à relire ses notes. Elle ne conservait aucun dossier officiel,
mais sa mémoire était méticuleuse et les conversations se rejouaient avec une précision remarquable. L'expression d'Edwin lorsqu'il vit le corps pour la première fois. La réticence de Fiona. Le récit de Madame Drayton selon lequel elle avait vu Angela près de la bibliothèque non pas une, mais 2 fois. La seconde fois, elle était seule, ressortant pâle et silencieuse, après que la scène eut déjà éclaté. Pourquoi revenir? Miss Marple trouva la réponse non pas dans les déclarations ou les interviews, mais dans quelque chose de bien plus subtil, le rythme du comportement. Angela avait avoué un crime commis sous l'effet de la panique, mais elle avait aussi affirmé avoir tenté de cacher le livre. Pourtant, lorsque le livre fut retrouvé, il était coincé derrière le radiateur, non pas caché à la hâte, mais placé délibérément, à un endroit où même un esprit paniqué aurait du mal à le trouver par accident. Quelqu'un était revenu dans la pièce, quelqu'un avait veillé à ce que le testament ne soit pas découvert, et Angela, terrifiée et désireuse de plaire, avait peut-être pris le blâme non pas entièrement de son propre gré, mais sous l'influence de quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qu'elle craignait de décevoir plus que la loi. Miss Marple se leva tôt le lendemain matin et rendit une visite discrète à l'inspecteur Cray. « Je ne crois pas qu'Angela ait agi seule, dit-elle simplement. Je crois qu'elle a été manipulée, peut-être même instruite. » Cray écoutait, attentivement, ses yeux se plissant non pas par incrédulité, mais par une concentration renouvelée. « Tu penses que quelqu'un l'a poussée à faire ça? Je pense que quelqu'un savait ce qu'elle ressentait pour Edwin. Quelqu'un qui avait accès à la maison et à ses habitudes, quelqu'un qui savait exactement où était caché le testament et qui avait besoin d'une distraction pendant qu'il était en train de le récupérer ou de le modifier. La panique d'Angela était peut-être réelle, mais la situation qui l'a provoquée n'était peut-être pas la sienne seule. » Cray réfléchit. « Tu penses qu'Edwin était impliqué? »« Non, » dit-elle lentement. « Je crois qu'Edwin a peut-être été aussi trompé qu'Angela, peut-être par la personne même qui avait le plus à perdre si la vérité sur l'héritage de Fiona était révélée. C'est Cray qui est arrivé à cette conclusion à haute voix. » Madame Drayton. Miss Marple hocha la tête. Une gouvernante ayant accès à toutes les pièces, la gardienne des clés. Une femme qui se considérait comme la gardienne de l'héritage du manoir. Peut-être même plus que ses propriétaires. Elle parlait du colonel avec révérence. Elle voyait Fiona comme une étrangère. Angela était facile à influencer. Jeune, émotionnellement impliquée, elle aurait pu être guidée dans la bibliothèque au bon moment. Et si Angela paniquait, commença Cray. Madame Drayton pourrait tout ranger, retirer le testament, cacher le livre, remettre de l'ordre avant que le reste de la maisonnée ne s'en aperçoive. Plus tard, lorsque les soupçons s'intensifieront, le fragile sentiment de culpabilité d'Angela sera renforcé. Elle avouera non seulement par peur, mais aussi par loyauté. Elle n'a jamais demandé un avocat, murmura Cray. Même pas lorsqu'elle a avoué. Les yeux de Miss Marple étaient tristes. Elle ne pensait pas en avoir besoin, parce qu'au fond d'elle-même, elle croyait avoir fait le nécessaire pour protéger un être cher. Elle croyait avoir choisi de jouer, mais peut-être qu'on lui avait seulement donné le rôle et qu'on lui avait simplement dit comment le jouer. En fin d'après-midi, Cray avait confronté Madame Drayton avec une précision discrète. Cela ne lui avait pas pris longtemps. Son sang-froid était redoutable, mais son explication était pire que n'importe quelle fureur. Elle ne parlait ni de vengeance ni d'ambition, mais de devoir. Elle avait servi les Chetwynd pendant 4 décennies. Elle avait vu le colonel bâtir et préserver un héritage. Lorsqu'elle avait appris qu'un Nouveau Testament avait désigné cette fille, ses mots, et non ceux de Cray, comme héritière, elle n'y avait pas vu un document juridique. Elle y avait vu une trahison. « Je ne l'ai pas tuée, dit-elle. Mais je savais qu'Angela était émotive. Je savais ce qu'elle ressentait. Alors je l'ai poussée. Juste assez. Et quand les choses ont dégénéré, j'ai nettoyé ce que j'ai pu. Angela ne l'avait jamais su. Elle avait cru agir seule.
L'arrestation de Madame Drayton se déroula dans le plus grand calme. Il n'y eut ni spectacle ni cri. Elle s'y rendit de bon cœur, tenant son tablier avec dignité, l'expression indéchiffrable. Le village la pleurerait à sa manière, la pleurerait pour ce qu'elle était avant que sa loyauté ne la transforme en autre chose. Ce soir-là, Cray et Miss Marple se tenèrent devant la gare tandis que le soleil déclinait. L'air sentait vaguement le lilas et la vieille pierre. « Tu avais encore raison, dit-il, même si j'aurais presque préféré que ce ne soit pas le cas. »« Moi aussi, » dit doucement Miss Marple. « Mais la vérité se moque de nos désirs. Elle attend, discrètement, jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute suffisamment attentivement pour l'entendre. » Il hocha la tête. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers les collines où la brume commençait à se dissiper. « Je pense qu'il est temps que le village puisse guérir, avec toute la vérité et pas seulement la partie qu'on lui a donnée. » Elle se dirigea vers le chemin du retour d'un pas assuré, les idées claires. Elle aurait le temps de réfléchir, mais d'abord il fallait entretenir le jardin. Les crocus étaient en pleine floraison, et le printemps, enfin, était arrivé. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent tranquillement, presque doucement, comme si le village de Little Wadsworth respirait après avoir trop longtemps retenu son souffle. La nouvelle de l'arrestation de Madame Drayton se répandit, mais telle une marée trop lasse pour grossir, elle envahit les salons et les cuisines sans le scandale qui avait suivi la mort de M. Marsh. Il n'y eut aucune indignation, seulement une tristesse bien ancrée, comme l'écho s'estompant d'un hymne depuis longtemps chanté. Miss Marple continuait ses occupations habituelles. Elle entretenait son jardin, rendait visite à la femme du pasteur et assistait au thé du mardi à l'Institut des femmes, les yeux grands ouverts et les aiguilles à tricoter bien fixées. Personne ne parlait ouvertement du meurtre. Non pas qu'il fût oublié, mais parce qu'il avait été résolu, cousu avec la même attention que Miss Marple accordait à ses tambours à broder et à ses fuchsias. Angela Parkins avait été transférée dans un petit établissement près de Basingstoke pendant la procédure judiciaire. Mademoiselle Marple reçut une lettre d'elle, écrite de l'écriture bouclée d'une jeune fille essayant de se reconstruire. Elle ne demanda pas pardon. Elle n'en avait pas besoin. Mais elle remercia Mademoiselle Marple, avec gêne et timidité, de l'avoir écoutée même quand je ne disais rien. Fiona avait quitté le village 2 semaines après l'enquête finale. Son départ n'avait eu lieu ni cérémonie, ni fête d'adieu, ni adieu public. Miss Marple l'avait accompagnée au poste, toutes deux sachant que si la vérité sur son héritage avait été révélée, Fiona devrait reconstituer son identité en secret, loin des regards de ceux qui la croyaient autrefois connue. « Je ne suis plus en colère », avait dit Fiona juste avant l'arrivée du train, les yeux rivés sur l'horizon, seulement fatiguée et bizarrement libre. « Vous avez porté beaucoup de choses », avait dit Miss Marple. « Plus que quiconque n'en a vu, mais c'est la pose d'un tel poids qui nous permet d'avancer. » Fiona avait hoché la tête, souri faiblement, et était montée dans le train sans se retourner. Par une matinée pâle qui sentait la pluie et l'aubépine, l'inspecteur Cray vint rendre visite à Miss Marple, non pas en qualité officielle, mais pour prendre le thé comme il se l'était promis. Ils s'assirent dans son jardin, où les forsythias commençaient à fleurir, et où 2 rouges-gorges s'élançaient entre la haie basse et le bain d'oiseaux. Cray ajouta du sucre à son thé avec plus d'attention que nécessaire. « Je suis toujours surpris, dit-il au bout d'un moment, de voir à quel point les gens les plus discrets sont ceux qui voient le plus. » Miss Marple sourit doucement. « Ce n'est pas difficile, inspecteur. Il suffit de regarder, sans attendre des gens qu'ils se comportent conformément à leur rôle. » Il rit doucement. « Tu veux dire ne pas supposer qu'une femme de ménage ne peut pas être une manipulatrice ou qu'une jeune domestique ne peut pas commettre de meurtre. »« C'est exactement ce que je veux dire, » dit-elle. « Les gens portent les capes qu'on leur donne, serviteurs dévoués, nobles héritiers, folles amoureuses. Mais en dessous, ils sont rarement la personne que le village imagine.
Cray sirota pensivement. « Vous savez, dit-il, j'ai tout revu 3 fois. Et ce qui me frappe le plus, ce n'est pas le meurtre. C'est combien de personnes auraient pu l'empêcher si elles avaient été honnêtes plus tôt. » Le regard de Miss Marple se posa sur les crocus. « Oui, mais l'honnêteté est rare, inspecteur, surtout quand la vérité menace le confort. »« Pourtant, dit-il, on se demande ce qui serait arrivé si March avait agi plus tôt, si Fiona avait été prévenue, si Madame Drayton s'était retirée. Mais alors, dit doucement Miss Marple, on n'aurait pas su qui étaient vraiment les gens. Et c'est ce que ces choses révèlent au final, pas seulement le crime, mais la personnalité qui l'entoure. » Il y eut un moment de silence entre eux. Le vent soufflait dans les branches du pommier, apportant avec lui un bruissement semblable à celui d'une page tournée au loin. « Tu n'as jamais douté qu'il s'agissait de plusieurs personnes, » dit finalement Cray. « Depuis le début. »« Je doutais de la simplicité de l'histoire, » le corrigea-t-elle. « C'était trop clair. La confession d'Angela était sincère, mais il lui manquait le genre de désordre que l'on retrouve dans une véritable panique. C'était une culpabilité organisée, dirigée. C'est cela, plus que tout, qui m'a incité à écouter. » Cray hocha la tête. « Et c'était Drayton qui avait le calme, le contrôle. » »« Oui. Angela était une jeune fille en détresse. Drayton était une femme déterminée. » Ils restèrent assis un moment encore, et quand Cray se leva enfin pour partir, il s'arrêta à la porte. « Vous me le ferez savoir, Miss Marple, » dit-il avec un sourire. « Si les crocus recommencent à murmurer des secrets, ils s'arrêtent rarement, dit-elle. Il suffit d'avoir la patience d'écouter. » Après son départ, Miss Marple s'attarda sur l'allée du jardin. Une légère brume commença à tomber, adoucissant les contours. C'était le genre de journée qui estompait les contours, non seulement des fleurs et des haies, mais aussi des souvenirs et des émotions. Elle pensa à Madame Drayton, assise dans une pièce étroite, le poids de 4 décennies de dévouement, pesant sur elle. Une femme qui avait cru si farouchement en l'ordre qu'elle avait semé le chaos pour le préserver. Elle pensa à Edwin, marchant désormais librement dans le village, les épaules plus légères, sans l'héritage qu'il n'avait jamais souhaité. Il avait récemment commencé à faire du bénévolat à l'école locale, lisant des histoires à voix haute à des enfants qui ne le connaissaient que comme l'homme à la voix rigolote et aux chaussettes dépareillées. Elle pensa à Fiona, dont les lettres arrivaient désormais une fois par semaine, courtes, parfois réservées, mais toujours sincères. Elle parlait des rues poussiéreuses de Londres et des bureaux exigus, de sa quête d'orientation dans un monde qui la questionnait sans lui apporter de réponse. Et elle pensa à Angela, encore une jeune fille, mais qui avait entrevu, trop tôt, les dangers d'une loyauté mal placée et des vérités non dites. Peut-être, avec le temps, guérirait-elle. Peut-être comprendrait-elle que ce qu'elle avait fait n'était pas le fruit de la méchanceté, mais d'une peur soigneusement semée par une autre main. Ce soir-là, Miss Marple retourna s'asseoir près de l'âtre, le feu réchauffant ses pieds chaussés de pantoufles, la dernière lettre de Fiona pliée sur ses genoux. Elle répondrait demain. Pour l'instant, elle se contenta de fixer les flammes, laissant leur scintillement lui rappeler avec quelle rapidité l'obscurité pouvait s'allumer, et avec quelle constance elle pouvait être tenue à distance. Le meurtre de Roland Marsh n'avait pas brisé le village, comme certains le craignaient. Il n'en était pas non plus devenu le moment décisif. Il s'était au contraire ancré dans les profondeurs de la mémoire, ni célébré ni ignoré, mais porté, comme une cicatrice sous une dentelle, ou un nom discrètement niché au pied d'un arbre généalogique. Et là, pensa Miss Marple, il y avait presque de l'espoir, car si la vérité peut faire surgir la douleur, elle prépare aussi le terrain à la croissance de quelque chose de nouveau. Dans le jardin, à l'ombre du crépuscule, les crocus restaient petits, courageux et en fleurs, comme ils l'ont toujours fait. Une semaine après la fête du printemps, modeste cette année par respect pour les événements récents,
Mademoiselle Marple reçut une enveloppe délicate sans adresse de retour. L'écriture était inhabituelle, bouclée mais posée, et à l'intérieur, sur du papier crème épais, se trouvait un simple mot « Merci d'avoir vu en moi toute ma personne et pas seulement mes actions. J'espère mériter un jour cette gentillesse. » Cordialement, A.P. Miss Marple déposa délicatement la lettre sur le bureau près de sa fenêtre, où le soleil de fin de matinée illuminait le vase de tulipes fraîchement coupées. Le village vibrait au rythme paisible de la convalescence. Les conversations avaient repris sur des sujets plus familiers, la saison des agnelages, la réparation des haies et l'étrange nouvelle série de sermons du pasteur. Mais sous la surface, l'écho de ce qui s'était déroulé résonnait encore doucement à chaque instant, ressenti surtout par ceux qui avaient en vue la vérité surgir, doucement, sûrement, de sous les couches d'héritage et de silence. La procédure judiciaire concernant Madame Drayton s'est déroulée sans incident. Elle a avoué calmement et avec une dignité qui, même dans la défaite, ne lui a jamais fait défaut. Elle a admis avoir influencé Angela par de subtiles manipulations. Jamais de mensonges, simplement des omissions et des suggestions qui ont transformé l'incertitude de la jeunesse en loyauté mal placée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle ne s'était pas manifestée plus tôt. Elle a simplement répondu « Je pensais préserver la famille. Je réalise maintenant que je n'ai préservé que l'illusion. » Le sort d'Angela dépendait des tribunaux, mais ses aveux combinés aux manœuvres concertées de Madame Drayton avaient atténué les accusations. Il y avait un espoir, rien que de l'espoir, de réhabilitation et de renouveau. Mademoiselle Marple soupçonnait qu'Angela pourrait un jour revenir à Little Wadsworth, discrètement, sans fanfare, et si elle y retournait, le village l'accueillerait avec la même compréhension tacite qu'il avait toujours témoigné à ceux qui hésitaient, pourvu qu'ils ne fussent pas la vérité. Edwin Chetwynd, qui n'était plus seigneur du manoir, trouva le bonheur dans la simplicité. Il s'installa dans un cottage près du terrain de cricket, où il entretenait son propre jardin, avec une certaine maladresse, et commença à donner des cours particuliers de latin et d'histoire locale aux enfants. Il s'avéra que les enfants du village préféraient ces digressions excentriques à tout programme de cours formel. Ils ignoraient tout du litige successoral du manoir et s'en souciaient encore moins. Pour eux, il était simplement Monsieur Edwin qui distribuait des bonbons à l'orge et racontait des histoires de fantômes avec brio. Le départ de Fiona Marsh n'avait pas été une disparition, mais une perte de temps nécessaire. Elle écrivait souvent ses lettres, perdant peu à peu le ton réservé de quelqu'un habitué à garder ses vérités secrètes. Dans l'une d'elles, elle confiait avoir visité le dernier atelier connu de Luca d'Angelo à Milan. Elle écrivait, il y avait des photos, des croquis, une femme qui ressemblait à ma mère en tout point. Je ne peux pas dire ce que je m'attendais à ressentir. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas une conclusion, mais une clarté. Il l'avait aimée, peut-être pas fidèlement, peut-être pas avec sagesse, mais profondément. Cela, je crois, suffit. Elle a signé non pas comme Fiona Marsh, mais simplement Fiona, et cela aussi était révélateur. Et Miss Marple, qui avait tissé les fils et filochés de l'affaire pour en faire un tout cohérent, s'autorisait la satisfaction tranquille que l'on n'obtient que lorsque le tissu tient. Elle n'avait eu besoin ni de confrontation dramatique, ni d'accusation théâtrale. Sa force était restée ce qu'elle avait toujours été, cette douce insistance sur le fait que la nature humaine, observée avec attention, révèle tout. Un dimanche après-midi, alors qu'elle revenait du cimetière, son parasol tapotant légèrement le chemin, le vicaire la rattrapa. C'est étrange. A-t-il déclaré « À quelle vitesse les gens oublient la vérité derrière les gros titres ?»« Les gens oublient les détails, » répondit Miss Marple, « mais ils oublient rarement les sentiments. Et je pense que le village se souviendra de cette histoire feutrée sale et rendra plus doux, j'espère, ou du moins plus lent à juger. » Le vicaire hocha la tête, puis marqua une pause. « Avez-vous jamais douté qu'Angela était coupable, je veux dire ?» Miss Marple s'arrêta. L'extrémité de son ombrelle reposait sur un carré de mousse.
Je doutais seulement que la culpabilité puisse être si bien dissimulée. La douleur d'Angela était réelle, mais elle n'expliquait pas le calme. La dissimulation, le timing. J'ai toujours pensé que la culpabilité use vite, mais planifier, ça laisse une empreinte plus nette. Madame Drayton en a laissé beaucoup. Elle sourit juste un peu. Et puis, ajouta-t-elle, il y a toujours quelque chose dans les yeux. Angela avait de la peur, certes, mais aussi de l'espoir. Celle de Madame Drayton, j'en ai bien peur, n'avait que de la certitude. Et la certitude dans un meurtre est presque toujours le signe le plus évident de culpabilité. Le vicaire la regarda avec une admiration silencieuse. « Avec vous, ça paraît plutôt facile. »« Pas facile, » dit-elle en reprenant sa marche. « Juste familier. » Et sur ces mots, Miss Marple continua son chemin, sa silhouette menue se détachant sur la douce pente de l'allée, mais stable, déterminée, comme un jardinier qui sait où se cachent les racines et ce qu'il faut faire lorsque les fleurs se fanent. Sous le sol de Little Wadsworth, les vieilles histoires reposaient, désormais, un testament réécrit, un héritage reconquis, une vie ôtée, une autre remodelée. Mais au-dessus de tout cela, le printemps était revenu, non pas triomphant, mais patient, et dans une modeste chaumière aux rideaux de dentelle, et à la bouilloire toujours chaude, une femme âgée se remit à tricoter, sachant que si le mal est rarement grandiose et la vérité rarement bruyante, tous deux doivent être soignés avec soin, comme des crocus poussant à travers le dégel. Silencieux, certain et absolument imparable.